de Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de la saison. J'espère que vous avez passé un excellent été et que vous êtes en forme. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission. Comment vas-tu, Driss, pour cette nouvelle ? Écoute, ça va super, on a passé de bonnes vacances, prêt à rattaquer cette nouvelle saison en ta compagnie. Excellent. Salut Justine, comment vas-tu ? Ben, ça va, moi aussi je suis super contente de reprendre la saison, là, ça fait plaisir d'être de retour sur le plateau. Ouais, vraiment, ça fait vraiment beaucoup de plaisir de tous vous retrouver, tous autour du plateau. On salue également JP, Sandra, toute l'équipe, Laurine également, et puis on salue bien évidemment Adrien, qui nous écoute sans doute, qui était avec nous donc la saison dernière. Exactement, on lui passe une dédicace et puis on lui souhaite le meilleur pour la suite de ses projets. Ben, que dire de mieux que ça. Et bien voilà, désormais nous lançons donc cette première émission de la saison. Nous sommes vraiment ravis de relancer cette émission, cette saison. Et je suis donc également, je me renouvelle une nouvelle fois, mais d'être avec vous. Pour cette nouvelle émission, donc j'aurai le plaisir donc de co-animer donc avec Driss, Justine également. Au programme ce soir, une première partie, nous allons parler trail avec la Grésilienne, et une deuxième partie, nous allons mettre en lumière la Team Chambé. Et enfin, nous terminerons avec les chroniques de Driss et Justine. Comme je viens de le dire, nous allons commencer cette émission en parlant trail avec un événement local qui arrive à grands pas. C'est donc la Grésilienne, et pour cela, nous accueillons l'organisateur, monsieur Philippe Pugieux. Bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et également François Degas, qui est donc le couteau multifonction de ce bel événement. Un truc dans le genre, mais bonsoir à tous. Heureux de vous avoir parmi nous. Eh bien, pour commencer, Philippe, peux-tu nous présenter l'historique de ce bel événement ? La Grésilienne, donc, on fêtera cette année la 39e édition, donc le 29 septembre, sur une journée, sur un dimanche. La course était arrêtée l'année dernière, faute d'organisateurs. C'est une opération qui est assez lourde à monter, et le comité d'animation qui gérait ça au sein de la municipalité de Grésy a voulu passer la main. Et en tant que Grésilien et passionné de sport et de course à pied, en croisant un jour le maire Florian Mette, le maire de Grésy, je lui ai proposé de reprendre le flambeau. Voilà, alors c'était un peu, c'était beaucoup d'ambition, parce que je me suis rendu compte au bout de 2 jours que de m'engager sur un projet comme celui-là, ça pouvait plaire à beaucoup de monde, mais il fallait derrière le réaliser. Et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et finalement, les planètes se sont vite et bien alignées, puisque j'ai eu la chance déjà de rencontrer François, qui connaissait la course, qui s'était déjà un petit peu proposé les années précédentes pour donner un coup de main pour l'organisation. Et puis j'ai surtout rencontré aussi des membres du club de biathlon du Revard, qui ont eu la bonne idée et qui m'ont proposé finalement d'associer la Grésilienne au club de biathlon. Ce qui était une très belle idée en soi, puisque on trouvait tout de suite une solution d'association, donc j'avais pas besoin de créer une nouvelle association, ce qui aurait pu prendre du temps et qui aurait été un peu fastidieux, et en plus relancer et apporter une dynamique nouvelle au club du Revard, qui cherchait un petit peu à non pas exister, mais en tout cas donner une nouvelle dimension à leur organisation, pardon. Ils avaient tenté les choses avec Chambéry, même avec Aix-les-Bains, sans trop de retour. Et finalement, le cocktail fonctionnait bien. Donc maintenant, la Grésilienne fait partie du club du club de biathlon du Revard à part entière. Et l'élément aussi supplémentaire, c'est que ça m'a donné tout de suite un apport d'une dizaine de membres du club, tous aussi passionnés de sport et de course à pied. Donc on a créé ce staff et donc lancé officiellement le projet 2024. Ok, génial. Qui marquera la combien d'éditions ? Là, on sera sur la 39e édition, donc l'année prochaine, ce sera fait l'artifice, puisqu'on va fêter la 40e édition de la Grésilienne. En attendant, on va voir comment l'opération de cette année se déroule. Avant de tirer déjà des ambitions pour l'année prochaine, mais parce qu'on est de nature très optimiste, et moi en particulier,
aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tous les indicateurs sont ouverts. Génial, génial. Et à quelques semaines en plus. Donc c'est d'autant plus motivant et rassurant. Oui. Alors encore une fois, c'était vraiment un gros boulot et puis on n'a pas complètement fini, et on en découvre encore tous les jours. On est reparti quasiment d'une feuille blanche. Non pas que ce qui avait été fait par les anciens avait été mal fait, pas du tout, mais on avait l'envie de donner une nouvelle dimension, de lancer un nouveau projet. Donc on est reparti d'une feuille blanche en créant un nouveau site internet, en créant un nouveau logo et en créant aussi des nouveaux formats de course, puisque on est parti aujourd'hui sur 6 formats de course, en l'occurrence 3 trails, 10, 20 et 30 km, 2 marches, 2 randos, 14 et 10 km, et puis une nouveauté cette année qui, je l'espère, amènera aussi beaucoup d'animation dans la journée, qui sera un biattrail. On va faire courir sur un parcours de 600 mètres environ autour de la mairie de Grésy, des jeunes et des moins jeunes, et on va installer 6 stands de tir, de biathlon, pour initier les personnes à ce sport. Donc voilà, c'était un petit peu le clin d'œil qu'on voulait faire et qu'on a mis en place aussi pour le club de biathlon. Essayer d'apporter une forme de communication et d'initiation à ce sport très connu aujourd'hui. Ok, génial. Vraiment fédérateur et qui rassemble toute personne, donc c'est assez génial et puis local, quoi. Et toi, François, comment du coup l'aventure tu l'as ressentie lorsque Philippe t'a présenté le projet? Moi, comme dit Philippe, je m'étais proposé il y a 2 ans, quand j'avais entendu parler par mon copain chronométreur de la course que la Grésienne allait s'arrêter. Je m'étais dit, tiens, ça c'est mon boulot en fait, d'organiser des événements et notamment des événements trail. Et je m'étais dit, tiens, s'il y a besoin d'un petit coup de main à Grésy, c'est chez moi, je le ferai avec plaisir. Et à ce moment-là, ça s'était pas fait, j'avais pas été recontacté, mais Jean-Michel Gillet avait bien gardé mon numéro de téléphone et l'a transmis du coup à Philippe lorsque Philippe s'est présenté pour dire, moi les gars, je veux bien donner un petit coup de main et surtout reprendre l'organisation de la course. Donc quand il est arrivé, j'avoue que j'étais déjà bien occupé parce que j'étais là il y a pas si longtemps, j'étais là mardi, je m'occupe de l'APE aussi de Grésy-sur-Aix. Donc ça occupe quand même pas mal, mais un petit contexte professionnel du moment, on va pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien, faisait que j'étais assez dispo pour me dire allez, cette année, je donne un gros coup de collier et je les aide avec les compétences que j'ai et les connaissances de ce monde de l'événementiel et très particulièrement du trail. Je les aide à relancer la machine. Et l'idée, c'est petit à petit de sortir et de me désengager du gros boulot que j'ai fait cette année, mais pas trop vite, mais non, mais on en discutera. Mais en tout cas, non, je resterai dans tous les cas dans l'aventure. Mais c'est vrai que cette année, ça a été quand même pas mal de boulot. Le site internet, tout ça, c'était prenant, mais en même temps hyper intéressant et hyper constructif de rencontrer aussi tout ce monde, parce que c'est ça aussi l'aventure associative. C'est bien que sûr. Certes, il y a un petit peu de boulot, mais il y a surtout des rencontres et des choses, des gens hyper intéressants à découvrir, des pratiques là avec tous les gars du CESN. Je suis sûr que désormais, je vais devenir hyper fort en ski de fond, et si ça n'est pas le cas, ce sera de leur faute. Et j'espère qu'ils m'entendent lorsque je dis ça. Mais non, voilà, moi j'ai pris le truc à bras le corps. C'est juste un plaisir d'organiser tout ça et de relancer cette belle machine qu'est la Grésienne. Bravo, vraiment, on ressent cette énergie et cette dynamique rien qu'en vous écoutant. Ouais, alors je reviens quand tu m'as demandé, Thomas, quelle était la fonction de François. Je t'ai dit couteau suisse parce que pour moi elle correspond complètement à ça. C'est-à-dire que François a énormément de compétences. D'abord, il a une très bonne connaissance du monde du trail. Ça, c'est déjà la base, et ça c'était quand même pour moi primordial. Il a une agilité extraordinaire en informatique. Voilà. Puis il a une grande motivation. C'est aussi un sportif. Et voilà, j'ai dit c'est avec des garçons. CV en ligne. Mon CV en ligne, c'est génial. Avec des garçons de cette trempe, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Non, mais génial. Et comment tu as su dans le staff, notamment, tu parlais que tu as fait feuille blanche entre guillemets, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, qu'on repart sur un événement, qu'on reforme quelque chose, qu'on repart sur un projet. Comment tu as su approprier les tâches
en fonction des personnes finalement, ce qui est jamais simple forcément, en fonction du temps que ça demande, en fonction de l'énergie et en fonction des compétences. Ouais, alors je sais pas. D'abord, j'ai sûrement un peu de compétences dans le domaine parce que j'ai dans d'autres secteurs d'activité, mais pendant ma carrière professionnelle, j'ai quand même managé des équipes, notamment sur le plan commercial. Donc ça aide déjà. Et puis les choses finalement se sont faites très naturellement. Il y a une dizaine de personnes qui s'est tout de suite proposé pour composer le staff, et tout le monde a pris sa place assez naturellement. Il y a des vrais techniciens, il y a des gens du commerce comme moi qui ont pris plutôt la partie partenaire. Il y a des gens comme François qui ont plus pris la partie organisation, création du site internet, création du logo, avec des relais de compétences qu'on a trouvé localement. Voilà, tout ça s'est fait très très naturellement, et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme et aujourd'hui la force de cette équipe, c'est que tout le monde est à sa place, avec une grande motivation et une envie folle de réussir. Oui, on ressent cela illustre parfaitement, je pense, l'équipe qui œuvre grandement derrière en tout cas. Parle-nous un peu du rétro-planning pour arriver déjà à positionner une date et finalement les grandes échéances qui vous ont été demandées ou parfois même imprévues pour arriver à dans quelques semaines être prêt. Il y a plusieurs échéances, hein, et donc il y a même il y a un calendrier, un agenda à respecter forcément. La première des choses, c'est déjà d'inscrire la course auprès de la fédération d'athlétisme. Ça, c'était ma première réunion, vraie réunion. Puisqu'initialement, la date retenue de la Grésilienne, historiquement, c'était le 3e dimanche du mois. Bon, et quand on s'est présenté avec l'ensemble des patrons de course à cette réunion, on a appris que le 22 septembre, qui aurait dû être la date normale, qu'il y avait une course qui n'était pas très concurrente de la Grésilienne, mais qui pouvait éventuellement nous enlever quelques coureurs, qui étaient les 10 km de la Foire de Savoie. Et donc le responsable régional de la fédération m'a dit: est-ce que ça t'embête de décaler d'une semaine? J'ai dit: moi pas du tout. Voilà, donc on a arrêté la date. Après, il y a eu plusieurs échéances. La principale, c'était d'être dans les temps par rapport à un dossier qu'on est contraint de déposer en préfecture. Alors très honnêtement, ça c'est assez lourd puisqu'on nous demande énormément d'informations. On n'est pas d'ailleurs, à l'heure où on se parle, on n'est pas encore complètement validé. On n'a pas encore complètement validé la course, mais bon, ça tient à quelques détails, donc pas d'inquiétude plus que ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est très lourd. Il y a 2 membres de l'équipe qui se sont chargés particulièrement de ce dossier, puisqu'il faut rentrer tous les bénévoles, les numéros de sécurité sociale, les numéros de permis. Bon, voilà, il y a un travail administratif qui est quand même assez lourd. Après, il y a parallèlement à ça, il y a la recherche de partenaires. Parce que, même si on n'est pas des budgets de l'UTMB ou des courses de ce niveau-là, on avait quand même besoin d'un peu d'argent. Donc, il a fallu assez vite aller commencer à frapper aux portes. Et là aussi, les choses se sont bien alignées, puisque certains anciens partenaires se sont manifestés avant même qu'on aille les voir. Et puis, par réseau, par connaissance, par démarchage, on a réussi à faire venir quelques gros partenaires. Voilà, on a 5 partenaires majeurs aujourd'hui dans l'opération, et puis un certain nombre de partenaires qui sont à la fois ou des commerçants ou des petites entreprises du coin. Notre objectif étant de solliciter quasi uniquement des entreprises ou des commerces locaux. On aurait pu, et j'aurais pu, avec mon histoire, mon réseau, éventuellement solliciter des partenaires d'ailleurs, mais ça ne correspondait pas à l'esprit de la Grésilienne. Donc on a vraiment fait venir aujourd'hui, et on collabore uniquement avec des partenaires de Grésy, ou en tout cas de proches de Grésy. Et ça a été un gros travail. Derrière, il y a aussi un gros travail administratif, parce que bien évidemment, quand on parle d'apport financier, il faut faire des contrats. Mais tout ça, encore une fois, on s'y est mis à plusieurs, et c'est l'esprit de l'équipe qui fait que finalement, on est aujourd'hui dans les temps, et que tous les indicateurs sont ouverts, et qu'il n'y a pas de raison qu'on soit gêné par quoi que ce soit d'ici le 29 septembre.
Je voulais reprendre tes mots par rapport au grand défi de reprendre la Grésilienne au niveau de l'organisation, avec tout ce que tu nous as énuméré, aussi le fait d'avoir fait un tour sur le site de la Grésilienne qui est vraiment parfait. Franchement, j'ai rien à dire. Vous avez fait du très très bon boulot. Est-ce que vous voyez enfin le bout du tunnel par rapport à cette préparation? Est-ce que vous commencez déjà à pouvoir un peu profiter et est-ce que le jour même, parce que ça approche, on est à près de 2 semaines, est-ce que vous êtes, vous voyez un peu l'aboutissement? Est-ce que vous commencez déjà à profiter un peu de cet événement qui arrive? On profite tous les jours parce que c'est un vrai plaisir de faire ça. En plus, moi, j'ai la chance d'être en retraite, donc voilà. Il profite pour encore plus. Pour moi, ça, c'est un vrai bonheur. C'est pas forcément le cas de mes petits camarades qui sont encore en activité. Donc ça, pour moi, c'est déjà un peu la différence. Mais c'est une aventure sportive et humaine, et voilà, c'est ce qui fait qu'on se voit régulièrement et j'irai de plus en plus régulièrement, et on a plaisir à se côtoyer. Il n'y a jamais eu le moindre accroche, il n'y a jamais eu le moindre problème entre nous. Les choses étaient bien établies dès le départ. Voilà, et c'est ce travail d'équipe qui est en train de faire le succès de l'édition 2024 de la Grésilienne. C'est un peu l'aventure qui vous récompense un peu. Oui, c'est l'aventure. Après, les enseignements, on les tirera le dimanche soir, voilà, parce qu'il y a encore plein d'inconnus à l'équation, la météo, voilà. Mais par exemple, qui peut venir gâcher peut-être un peu la fête, on n'en sait rien, même si on sait qu'il y a des trails qui se courent aussi, parfois dans les conditions météorologiques pas toujours faciles, mais voilà, les enseignements, on les tirera le dimanche soir, à partir du dimanche soir, sachant qu'on a quand même déjà un œil déjà sur l'édition 2025, puisqu'encore une fois, ce sera les 40 ans de la course, et ça sera forcément une fête particulière. Et pour compléter, une des choses qui fait que on commence quand même à voir le bout du tunnel, c'est qu'il y a un indicateur qui est indispensable quand tu organises une course, c'est le nombre de participants qui s'y inscrit. Et là, on est juste très bien. On est déjà à plus de 500 participants inscrits. Et pour une reprise, je crois que d'ailleurs la Grésilienne n'a jamais eu autant de coureurs, en tout cas, entre les randonneurs et les coureurs. Il y avait certainement déjà eu autant, mais là on est sur plus de 500 juste sur les trails. Et on est encore à 3 semaines de l'événement. Ouais. Donc pour le coup, ça c'est une forme de plaisir de se dire que tout le taf qu'on a mené jusque-là, il est productif. Et que des gens adhèrent, et ça c'est génial pour le CESN, qui est l'asso du coup de biathlon du Revard, qui pour le coup, ça lui permet d'être en lumière et puis de parler à plein de jeunes qui pourraient être intéressés pour faire du ski de fond, du biathlon et même des activités outdoor en dehors de cette Grésilienne. Mais ça c'est déjà une victoire en soi. Maintenant il faut effectivement bien la réaliser et que l'opération le jour J se déroule parfaitement. Et ça on verra. Mais ça ira. Ça montre. Non, mais c'est vrai que pour revenir par rapport à ce que disait François, on a en ce moment tous les 2 jours, parce qu'on a bien évidemment un WhatsApp commun, on partage quasiment tous les jours ou tous les 2 jours le nombre d'inscrits, et on voit qu'on est déjà très bien par rapport à l'échéance. Et on sera largement dans l'estimation qu'on avait imaginée au départ. On sera peut-être, alors j'en parle, l'idée fait son chemin, mais peut-être qu'un jour on va peut-être aussi à notre niveau limiter peut-être le nombre de participants. Ce qui est déjà fait, Philippe. Oui, ce qui est déjà pour cette année en tout cas. Qui est déjà fait avec un quota par course, etc. On s'est fixé un quota, oui, parce que c'est une décision qui est pas facile à prendre, parce que on veut d'un côté faire une belle fête, et puis se dire après d'être obligé de limiter le nombre de coureurs, ça peut être pas forcément bien pris, mais c'est juste une volonté de sécurité. Je suis très attaché, je suis pas le seul dans l'équipe, mais en tout cas mon expérience et ma culture fait que je suis très attaché aux notions de sécurité. Et voilà, je voudrais pas qu'on se fasse la première année déborder par des sujets qu'on n'a peut-être pas suffisamment anticipés. Je pense aujourd'hui on est bien, mais voilà, pour ça qu'on a limité, on va brider un peu le format, parce que voilà, on veut être sûr que ce qu'on va faire, on va le faire très bien, mais pas qu'il y ait de fausses notes du fait qu'à un moment donné,
il y ait trop de participants et qu'on maîtrise pas ce surcroît de coureurs. Ce qui est important. Oui, excuse-moi. Non, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que là, vu que c'est une nouvelle équipe et une équipe qui a pas forcément l'expérience de l'organisation d'une course de cette ampleur, alors ils ont l'expérience d'organisation de courses là-haut. Ils organisent la Coupe de France, des très belles choses où d'ailleurs il y a du super spectacle à aller voir l'hiver hein, du côté du début du mois de février. Vous avez les équipes de France qui montent là-haut, mais une course en pleine nature, en dehors d'un domaine de ski nordique bien sécurisé et bien fermé, il y a des notions et de la culture à prendre petit à petit. Et cette année, on sera à 600 trailers et 200 randonneurs. Et l'année prochaine, certainement qu'on pourra monter un petit peu, mais on aura déjà une culture et une appréhension de ce qu'est l'organisation de l'événement qui permettra de le faire. Cette année, c'était de la sagesse. Oui. Et d'autant que on l'a précisé tout à l'heure, quand on dit qu'on est reparti d'une feuille blanche, y compris au niveau du format de la course, parce que historiquement, la Grésilienne, c'était avant tout une course sur route. Bon, il y avait quelques chemins traversés, mais globalement, c'était quand même plutôt une course sur route. Voilà, nous on voulait absolument rentrer dans le monde du trail parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui plaît et c'est devenu quand même une vraie tendance pour les coureurs. Donc, mais qui dit trail, voilà, nous engage aussi sur des notions de sécurité différentes, puisque on va emmener les coureurs du 30 et du 20 km principalement sur Corsuet. Voilà, donc avec des zones pas toujours faciles d'accès, mais voilà, en tout cas, on a bien appréhendé tout ça. On a sur l'aspect, puisqu'on abordait l'aspect sécurité, on aura 4 secouristes. D'accord, ok. On aura également, on s'est adjoint un médecin, puisque c'était pas forcément encore obligatoire, ça va le devenir a priori, mais on a fait le choix d'avoir un médecin avec nous pour sécuriser le dispositif. Voilà, on est en lien avec la gendarmerie, on a même vu les chasseurs récemment, puisque on sera en période de chasse, donc faut pas oublier nos amis chasseurs, puisque on va courir du côté de Corsuet, donc le dimanche en question sera un dimanche de chasse, donc on va bloquer 3 heures le matin pour pas avoir le moindre souci de cohabitation avec nos amis chasseurs. Un petit point sur les parcours, sur les nouveautés, sur les peut-être la technicité et cette nouveauté donc trail pour cette édition grésilienne 2024. Trois formats, hein, je laisserai François compléter, mais un 30 km qui va nous amener quasiment de l'autre côté de Corsuet. On sera à proximité de Saint-Ine. On s'en va de dénivelé. Un 20 km un peu raccourci, toujours sur Corsuet, avec 800 et quelques mètres. 700 de dénivelé. Et puis un 10 qui sera plutôt du côté de Grésy. Voilà, et donc 2 courses, puisqu'on a énormément de marcheurs sur Grésy, donc 2 randos qu'on a maintenus de 14 et 10 km, là, qui nous emmènent aussi du côté de la Crémaillère, avec encore une fois des terrains de jeu toujours aussi magnifiques les uns que les autres, et donc ce fameux billet trail. Excellent, donc vraiment un événement local, à taille humaine. Oui. Et qui fédère énormément de monde, que ce soit la municipalité, les associations locales, les bénévoles locaux. Oui. On ressent vraiment cet engouement-là et je pense que c'est vraiment votre leitmotiv, enfin un des leitmotivs en tout cas. Oui, clairement, et d'ailleurs on aurait pu le préciser aussi au départ, et en tout cas à mon niveau, je ne me serais jamais engagé dans ce projet si j'avais pas eu l'assurance que le maire en particulier et quelques équipes de la municipalité étaient à fond derrière. Bon, Florian nous soutient complètement et même financièrement, voilà, parce que c'est une opération et en tout cas une manifestation qui lui tient et qui lui tenait très à cœur. Donc il a été finalement ravi de voir que il y avait quelques passionnés qui étaient prêts à relever le défi. Voilà, il y a la partie bénévole, elle est extrêmement importante, parce que sans bénévoles, on fera jamais une opération comme celle-là. Il faut savoir qu'on a besoin d'une centaine de bénévoles. Ça peut être aussi à votre micro le moyen aussi peut-être de toucher quelques passionnés qui sont prêts à venir de donner un coup de main le 29 septembre. Eh ben le message est passé. Voilà, si le 29 septembre ou en amont vous voulez
donner un petit coup de main ou aider d'une quelque façon les organisateurs de la Grésilienne, n'hésitez pas. Via le site internet, j'imagine, ou les réseaux sociaux. Et le site internet, les réseaux sociaux, vous nous contactez. Il y a une section sur le site internet organisation devient bénévole. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et là, d'ores et déjà, on est un petit peu moins de 80 bénévoles. Il nous en manque un petit peu. Donc dans 3 semaines, normalement, on devrait être bon. Ouais, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues en tout cas. Et ben voilà, le message est passé. En tout cas, encore un grand bravo à vous deux et à toute votre équipe parce qu'on sent vraiment qu'il y a une belle dynamique et on sent que voilà, à moins de 3 semaines de l'événement, la cadence va s'accentuer. Mais on vous souhaite en tout cas un excellent événement. Je vous remercie en tout cas Philippe et François également d'être venus à nos côtés. Et puis bien évidemment, on vous souhaite plein de réussite pour cet événement, pour cette première sous votre gestion, sous votre reprise. Et puis voilà, et ben on donne également à nos auditeurs le rendez-vous le 29 septembre à Grésy pour venir encourager, mais aussi participer. Et puis ou simplement aider, donner de votre temps à cette belle association en tout cas. Encourager aussi. Encourager bien sûr. Et puis le biathlon contest, je précise parce qu'il dit biathlon depuis tout à l'heure, mais ça c'était le nom du début. C'était le nom du biathlon contest. Biathlon contest, ça a changé. Donc voilà. Mais venez tester ça. Franchement, même si vous ne participez pas en tant que coureur, venez tester cette activité. Il y a moyen vraiment de s'éclater. Non, et puis il y aura plein d'animations autour de. Voilà. Et puis je rappelle quand même que Radio Grand Lac est aussi partenaire de la Grésilienne, puisqu'on aurait pu aussi commencer par ça. Donc c'était important de le rappeler. Et puis j'ai un dernier message à faire passer avant de te remercier Thomas. C'est puisque nos amis de la team Chambé vont suivre pour l'émission d'après, ce serait sympa qu'il y ait 1 ou 2 membres de l'équipe de Chambé qui s'inscrivent à la Grésilienne. En tout cas, ce sera avec plaisir de les accueillir. Eh ben, pas de souci, on lancera ce petit message et défi si les joueurs ou le staff de la team Chambé ou des bénévoles également de la team Chambé seront présents et disponibles. Eh bien, on fera passer le message en tout cas. Eh bien, nous lançons une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes sur les antennes de Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9 de 1 partez. Après une première partie axée sur la Grésilienne, nous poursuivons l'émission avec notre deuxième sujet du soir où nous allons mettre en lumière la team Chambé. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir en personne Baptiste Malfondet. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Et également Raphaël Planchet qui est donc l'entraîneur adjoint. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Quel plaisir de recevoir la team Chambé ce soir sur notre plateau. Je sais pas Driss et Justine, mais moi je peux vous dire que ça me fait grand plaisir. Bah, c'est sûr pour la première émission, ça annonce déjà la suite. Ça annonce de belles émissions en perspective plus tard encore. Bah, on les a suivis toute la saison dernière. C'est vrai que il y a un beau sprint final qui s'était lancé. Malheureusement, on a fini qu'à la 6e place, pas loin des places européennes, à seulement 7 points. Donc, on espère que l'année prochaine, on fera de belles choses et on décrochera ce ticket européen qui nous manque tant. Génial. Nous avons hâte, dès à présent en tout cas, de suivre la saison de la team Chambé qui a fait sa rentrée finalement. Eh bien, il y a quelques jours. Racontez-nous un petit peu. Oui, c'était mardi soir à Besançon en Coupe de France. Ça a été un match assez compliqué. C'est jamais simple de jouer des équipes de 2e division. Je laisserai Raph un petit peu après débriefer du point de vue terrain, mais c'était une belle rentrée. Ça a été un match assez sérieux. Et puis voilà. Ouais, tout à fait. On a fait une bonne entrée avant le championnat, une bonne entrée en coupe face à un adversaire qui depuis quelques années progresse dans sa division, qui pose beaucoup de problèmes. Puis surtout, on a vu que c'était pas une compétition facile. Il y a beaucoup d'équipes de Star League qui se sont pris un peu les pieds dans le tapis face à des adversaires du même niveau. Donc on voulait bien démarrer, on l'a fait sur tous les plans, que ce soit sur le plan sportif, sur l'état d'esprit. On a mis en place notre projet défensif comme on souhaitait le faire, donc c'était très bien. Très content, très satisfait de la performance. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de ne pas tomber dans ce piège cette année encore? Parce qu'on sait que l'année dernière, on était passé contre Rennes au premier tour et on était tombé le tour d'après. Est-ce qu'il y a une volonté cette année aussi de jouer cette Coupe de France à fond avec
une année un peu mitigée l'année dernière, malgré une 6e place qui reste totalement honorable avec des bons résultats en fin de saison. Est-ce que vous êtes dans l'optique de jouer cette coupe à fond? On joue tout à fond. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de calcul. On joue tout à fond, surtout la coupe à Chambé. Il y a un petit historique avec cette compétition qu'on a gagnée il y a pas très longtemps. Donc oui, on joue tout à fond. L'année dernière, on bat une équipe de Pro League, c'était Bilière, en premier match, et on perd à Cesson au penalty. Qui était une équipe de Star League. Cesson, là-bas, on avait enchaîné en plus de déplacements, c'était un peu particulier. On les avait jetés 2 fois dans la même semaine. Mais oui, il y a cette volonté de gagner des titres. La Coupe de France est un titre à aller chercher qui en plus peut nous amener une place directe en Coupe d'Europe. Donc bien sûr qu'on joue cette compétition à 100%. Génial. C'est vrai que pour reprendre vos mots concernant la Coupe de France, c'est vrai que pour avoir vécu la dernière en date à Bercy, c'est vrai que c'était un grand moment contre Dunkerque. Je pense que beaucoup s'en souviennent, en tout cas, pour la petite anecdote. Baptiste, nouvellement, donc on vous a connu en tant que joueur à Chambéry, au centre de formation notamment. Après, vous êtes parti vers d'autres horizons, toujours en tant que joueur. Et à présent, vous êtes donc le nouveau directeur sportif de la Team Chambé. Racontez-nous. C'est ça, dans un nouveau rôle. Comme j'ai pu le dire un petit peu par le passé, si ça n'avait pas été Chambé, je pense que je l'aurais pas fait. Parce que donc après la Team Chambé, je suis parti à Limoges 2 ans avec pour objectif de monter en Star League, chose qu'on a faite l'année Covid 2020. Et puis après ça, moi j'avais le souhait de basculer directement sur un poste managérial. Donc c'était le deal que j'avais convenu avec Genève, où c'était je continuais de jouer 2 ans et je commençais déjà à m'occuper un peu de toute cette partie recrutement, coordination sportive. Et puis quand il y a eu le départ de Bertrand, on a toujours eu de très bonnes relations avec le président Poncet. Et ça s'est fait un petit peu naturellement dans l'échange. Voilà, il y a eu ce départ de Bertrand, une candidature un peu spontanée et cet intérêt réciproque. Et puis voilà, ça y est, ça a commencé. Donc non, très content de revenir et hâte de faire du boulot pour rendre un petit peu au club tout ce qu'il a pu m'apporter en tant que joueur, de le rendre un peu de l'autre côté du terrain sur la partie managériale. Une chouette histoire avec la maison chambérienne. Le storytelling est bon. Génial. Et vous, Raphaël, désormais et toujours entraîneur adjoint, racontez-nous un petit peu votre parcours qui vous a amené jusqu'à la Team Chambé, quoi. Moi j'ai pas comme Baptiste, j'ai pas de parcours de joueur professionnel. Moi j'ai commencé à entraîner très tôt, à 22-23 ans. J'ai commencé à travailler et à entraîner et à être rémunéré pour ça. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier, en continuant de jouer à côté, mais plus pour le loisir que pour en vivre. Et puis je suis arrivé dans la région il y a une quinzaine d'années, plutôt du côté d'Annecy, de la Haute-Savoie. J'ai eu un poste de conseiller technique fédéral pendant un peu plus de 10 ans. Et puis il y a 2 ans maintenant, la proposition du club de Chambéry d'intégrer l'équipe professionnelle et l'encadrement. Donc voilà, j'ai saisi cette opportunité-là et très content de l'avoir fait, puisque c'est un plaisir de pouvoir évoluer au plus haut niveau et de se mesurer aux meilleures équipes de son championnat, qui fait partie des meilleurs championnats, je pense, d'Europe. Oui, c'est vrai que je pense que c'est assez chouette de pouvoir s'épanouir en tout cas et d'en vivre vraiment à ce niveau-là. Je pense que c'est des belles aventures humaines et sportives en tout cas. Et donc, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle recrue. Pouvez-vous nous parler un petit peu du staff et puis également de l'effectif joueur? Ouais, alors aujourd'hui, on a un staff qui est composé d'un nouvel entraîneur, Assir Antonio, qui arrive tout droit de Frontignan, avec qui il a accédé au Final Four de Pro League la saison dernière, qui est passé par Nice aussi avant et qui a eu une très longue et grande carrière au niveau international, puisqu'il a joué dans des équipes espagnoles, qui a été international espagnol. Donc voilà, il arrive avec cette fraîcheur un peu et cet aspect tactique qui est très propre à la culture espagnole. Raph aussi, entraîneur adjoint qui est là depuis c'est la troisième saison.
Samir Abidi, le préparateur physique, qui lui est un historique qui est là depuis 2006, donc qui connaît plutôt bien la maison, et un staff médical qui aujourd'hui est composé d'Étienne Dalmet, le médecin, de Vincent Alinck, le kiné, Brice Le Sueur, le kiné, et un troisième kiné qui est Quentin Bouillard. Et enfin l'ostéopathe du club, David Champetier. Donc voilà, un beau staff qui vit plutôt bien et qui surtout est très compétent. C'est surtout ça le plus important, c'est que c'est un staff qui est ultra compétent et qui permet d'accompagner les joueurs au quotidien et sur la durée pour être performant vraiment tout au long de la saison. Et puis pour les recrues, Raph, si tu veux prendre la main. Ouais, donc on a pas mal de renouvellements, autant sur le staff. On a eu l'arrivée de Baptiste, il s'est pas cité, mais il est rentré aussi dans le staff. Et au niveau des joueurs, on a pas mal de recrutements comparé à l'année précédente où on avait eu un départ, celui de Jean-Loup Faustin, qui avait pas été remplacé. Là, cette année, on a plusieurs nouveaux joueurs. On a Adrien Vergely qui est arrivé au poste de pivot pour pallier au départ d'Hugo Brouzet. On a deux arrières droits gauchers, Hugo Pimenta qui malheureusement s'est blessé avec son club de Célestat au début de la saison, au milieu de la saison précédente. On a également Adam Tomaszek, un arrière droit, qui vient tripler le poste. On a 3 joueurs sur ce poste cette saison, et puis Valentin Kiefer, un gardien de but, qui était le meilleur gardien de la saison dernière avec Dunkerque. Donc un recrutement avec et de la quantité et de la qualité sur plusieurs postes. Voilà, à ça on va ajouter les joueurs du centre de formation qui sont quotidiennement avec nous depuis le début de la préparation et qui continuent leur progression au quotidien, tous les jours à l'entraînement. Oui, donc vraiment un staff structuré, une équipe dynamique, pleine d'ambition. Quelles sont vos ambitions en termes de championnat, de Coupe de France, et puis j'imagine sans doute une qualif européenne? C'est dans l'ADN de Chambéry. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif historique et ce qui a été réalisé par le passé, c'est de jouer la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, l'Europe doit être présente au phare. Alors c'est marrant, on en parlait aux joueurs la semaine dernière. Il y a plusieurs moyens d'y aller en Coupe d'Europe. Alors effectivement, il y a le championnat, mais il y a aussi la Coupe de France qui est au final le moyen le plus rapide, avec forcément moins de matchs, avec aujourd'hui dans le contexte économique du championnat, il y a les très gros, le Paris Saint-Germain, le HBC Nantes, voire Montpellier. Et c'est vrai que c'est des clubs qui laissent pas grand-chose au final. Donc il faut exploiter toutes ces miettes un petit peu laissées, notamment sur la coupe, et en fonction des performances, du tirage, c'est un moyen qui peut être accessible et de remporter un titre, comme disait Raph, et surtout d'aller décrocher une place européenne. Bien sûr, c'est vrai que c'est un vrai plus et parfois une stratégie entre guillemets pour essayer de se hisser à travers les différents challenges. Parmi les challenges dans la saison et aussi bien sûr en fonction des autres clubs qui on ressent en tout cas un championnat de plus en plus dense. C'est vrai qu'il y a quelques années, des équipes qui étaient relégables, forcément, parfois elles reviennent 2-3 ans après en étant structurées et avec peut-être une équipe nouvelle et qui finalement inverse peut-être la tendance. Oui, il y a beaucoup de clubs qui font du bon travail, qui développent leur budget, c'est à l'image de Limoges, de Chartres qui a une nouvelle salle, de Saran qui est descendu en Pro League mais qui a aussi une nouvelle salle. Donc ça c'est des clubs qui ajoutent certains outils ou certains avantages financiers à leur projet. Donc forcément la concurrence elle est 2 fois plus importante qu'il y a quelques années. Après attention, la Team Champion a quand même beaucoup d'avantages aussi, que ce soit le phare, que ce soit cet engouement qu'il y a autour de l'équipe. Mais oui, c'est vrai qu'à côté, ça travaille bien et c'est de plus en plus dur justement d'avoir ces objectifs européens et de titres. Oui, c'est vrai que le phare est vraiment en ébullition, souvent même, notamment lors des gros matchs, mais pas que. On ressent un vrai engouement de la part des Chambériens, des Aixois, même au-delà, au niveau régional peut-être. Les soirs de match, en tout cas, on sent que c'est vraiment
une vraie ferveur avec les clubs, avec les deux COP de supporters entre autres, mais bien évidemment les familles, les enfants, on ressent vraiment en vrai un engouement quoi. Ouais, il y a une ambiance qui est quasiment unique dans cette salle. Vous la retrouvez pas ailleurs. On va dire qu'à Nantes il y a une ambiance magnifique aussi, mais c'est vraiment radicalement différent. Là, avec ces deux COP qui se répondent et qui font monter le phare en ébullition, quel que soit l'adversaire, c'est vraiment assez exceptionnel à vivre sur le terrain pour les joueurs. Baptiste, je voulais te poser une question par rapport au poste que tu vas reprendre cette année. On sait que Bertrand Gilles l'a occupé pendant une certaine époque. Est-ce que tu ressens un peu de pression par rapport à cette prise de direction? Est-ce que pour toi ça a aucun forcément signe, mais est-ce que tu ressens une certaine pression parce que c'était aussi une légende sur le terrain et sa gestion pendant plusieurs années était assez... c'est sûr que c'est jamais facile de passer après Bertrand Gilles, mais non, je pense que la pression il y en a, bien évidemment. Je pense que c'est peut-être moi qui m'en mets encore plus que les attentes, mais c'est de la pression positive. C'est que des choses, c'est des bonnes ondes en fait. C'est essayer d'être en amélioration continue, que ce soit avec les joueurs, avec le staff, avec tous les process qu'on a en interne, avec la team admin aussi qui fait un très bon travail. Et ça, c'est souvent le travail de l'ombre. C'est que ce soit au phare, que ce soit les commerciaux au niveau événementiel, il y a vraiment cet esprit club à la team Chambé. Et non, c'est d'essayer d'être en amélioration permanente. Donc pression, c'est peut-être un mot qui est fort, mais oui, beaucoup d'attentes. Je pense que il y en a et de ma part et aussi des gens autour, que ce soit les partenaires, les spectateurs et le public. Donc ça se transforme en force et ça rendra service c'est plus de l'excitation que de la pression, et c'est ce désir de bien faire. Et comme je disais, c'est vraiment de rendre au club, à toute la communauté autour de la team Chambé ce qu'elle a pu m'apporter. Comme disait Raph, avec ces ambiances incroyables. Moi, j'ai vécu des ambiances de Coupe d'Europe que c'est des moments qu'on ressent jamais, même dans un travail en entreprise. Il n'y a jamais 5000 personnes qui sont là pour vous encourager parce que vous avez décroché un gros contrat ou parce que vous avez bien fait votre boulot. Donc c'est rendre tout ça avec maintenir cette exigence de la team Chambé pour justement avoir des objectifs, remplir les objectifs qui sont des objectifs importants. Et est-ce que ton expérience que tu as eu tout au long de ta carrière, tu es passé en Allemagne, est-ce que ça t'aide aussi pour reprendre ce genre de poste? Alors c'était en Suisse. Donc c'était en Suisse, mais effectivement, je pense que d'avoir été joueur, je sais quelles sont les attentes dans le fonctionnement des gars. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut favoriser, que ce soit en termes de récupération, de mettre en fait les joueurs et le staff aussi dans les meilleures conditions pour qu'en fait au quotidien ils aient juste à être focalisés sur je mets des guillemets mais être focalisés sur la partie tactique, sur le handball, sur faire des soins, sur comment marquer des buts, comment répondre défensivement. Et c'est vraiment essayer de les mettre dans un confort pour que tout le monde puisse être focalisé sur son rôle et d'être 100% performant. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on ressent moi, j'ai toujours connu la team Chambé depuis mes années d'études à Chambéry, et c'est vrai que ça m'a toujours marqué. C'est vrai qu'on ressent le vrai ADN. Notamment par le centre de formation, notamment par les grands joueurs qui sont passés au club et par les futurs grands qui sont en train d'être formés par vos mains au centre de formation. C'est vrai qu'on ressent que ça pousse. Il y a un vivier énorme chaque saison, que ça soit du centre de formation, mais même la partie associative et à toutes les strates. Si vous pouvez nous en parler un petit peu du centre et de tout ce que vous faites pour amener des jeunes pousses entre guillemets à l'élite du handball français, voire international. Ouais, là on va parler surtout de Stéphane Imbrata, qui est le responsable du centre de formation, qui est arrivé au club en même temps que moi il y a 2 ans, et qui fait un énorme travail au quotidien avec ces jeunes-là. La particularité aussi de Chambéry, c'est que il y a une véritable proximité entre le club, l'association sportive, et le pôle espoir. Et il y a un vrai travail main dans la main entre les deux entités pour essayer d'amener les joueurs vers le plus haut niveau à Chambéry, qu'il n'y a pas ailleurs. Il faut savoir que les meilleurs joueurs du pôle s'entraînent quotidiennement avec les joueurs du centre de formation, même s'ils sont pas licenciés à Chambéry.
dans l'espoir qu'ils le deviennent, bien évidemment. La plupart font la bascule. Mais ça, vous le trouvez pas ailleurs. Et ça, je pense que en termes de formation, on est vraiment très bien organisé. Il y a des ressources techniques avec la présence de Steph, Mathieu Petronelli aussi qui a basculé, qui est salarié du club et qui est son adjoint maintenant. On a Lucas Passemarchi, entraîneur au pôle et entraîneur des moins de 18. Donc il y a un vrai lien sur le territoire. Et je pense que quand on regarde le club de Chambéry et le nombre de joueurs qui sont issus de la formation et qui deviennent joueurs pro à Chambéry ou qui le sont maintenant ailleurs dans d'autres clubs, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'équivalents ailleurs dans des clubs de Star League. Oui, c'est vrai que c'est assez fou en parlant polymance. C'est vrai que souvent on regarde un petit peu les grands noms, que ce soit les frères Gilles, Daniel Narcisse, Jackson Richardson ou encore Melvin Richardson également, et bien d'autres. C'est vrai que c'est assez énorme, quoi. Le palmarès et leur carrière, quoi. Donc c'est chouette. Comment vous les détectez finalement, les jeunes? À partir de quel âge? Quel est le processus plutôt pour arriver jusqu'au centre, admettons, et puis ensuite au-delà du centre vers le professionnalisme? Racontez-nous un petit peu. Ils sont détectés déjà avant de parler de centre de formation. Ils sont au pôle espoir, donc on rentre en pôle espoir en troisième. Et puis après, on a un cursus de formation qui va de la troisième à la terminale. Et nous, comme je vous disais, dès la première, ils commencent à faire des bascules avec le centre de formation. Donc on commence à les avoir en entraînement, on peut les évaluer, voir si on peut se projeter, aller plus loin avec eux, ou si au contraire ça le fera pas. Et là, il faut être aussi honnête avec eux. Et voilà, on le fait de cette manière-là, de manière progressive, de manière adaptée. Il y en a qui vont intégrer plus tard, parce qu'ils sont un peu moins matures physiquement ou mentalement, ou que scolairement c'est encore compliqué. Donc il faut leur laisser cette possibilité d'évoluer sur ce plan-là. Mais voilà, ça se fait petit à petit. Ok, je voulais juste te parler un peu sur le terrain, un peu plus, parce que revenir sur le Phare. On a été en vraie forteresse l'année dernière au Phare en 10-4 à domicile, donc un point positif. Est-ce que cette année vous avez d'autres aspects où vous voulez vous améliorer au niveau du terrain, au niveau défensif, au niveau offensif, ou est-ce que aussi améliorer l'aspect aussi des déplacements, de jouer à l'extérieur? On sait que le bilan était moins bon. Est-ce que tu as des aspects que tu veux approfondir avec l'équipe? Gagner à domicile, je pense que toutes les équipes se le disent en début de saison. Ouais. C'est moins facile à réaliser, mais c'est toujours difficile. On est dans un sport de combat, d'engagement, où la volonté de défendre son terrain est présente partout. L'année dernière, on est tombé contre les gros, et puis on a eu 2 faux pas contre Chartres et Limoges, un match nul contre Cesson. Donc c'est une volonté, mais on veut toujours être la meilleure défense. Ça, c'est dans notre culture. On aime défendre. On a des joueurs qui aiment ça. On a des joueurs qui sont très compétents pour le faire. Donc, on a cette volonté d'être fort dans ce secteur-là, pour pouvoir ensuite développer notre jeu rapide. Et puis, on a envie de progresser en attaque. On a gagné, je pense, avec l'arrivée d'Adrien, un pivot de position qui va nous amener d'autres choses. On a triplé le poste d'arrière droit, donc on va avoir beaucoup de rotation, ce qui va permettre à Gustavo Rodriguez peut-être d'être un peu moins sollicité et d'être un peu plus performant sur la durée. Donc voilà, on espère progresser dans ce secteur-là. Mais je crois que notre identité reste défensive, et c'est là-dessus qu'on a envie de construire. Tant mieux, c'est vrai qu'on dit souvent que l'attaque te fait gagner des matchs, mais la défense te fait gagner des titres. C'est vrai. Donc on espère que on aura même si on sait que le titre sera pas facile à aller chercher. La coupe peut-être, mais ça on nous espère. rapprochera de nos objectifs de début de saison en tout cas. Tout à fait. Non, mais et puis c'est pour rebondir sur ça, on parlait de valeur et d'ADN. Aujourd'hui, depuis des années, mais l'ADN de la team Chambé, c'est la défense. C'est-à-dire que ça a toujours été le don de soi et la défense. Encore plus dans un Phare en ébullition avec comme je dis toujours, le Phare c'est génial. Mais il y a des devoirs. Il y a des devoirs envers les gens, envers ce que ça représente, exactement. Et je crois que ça fait vraiment partie de cet ADN. Les joueurs, ils prennent goût. C'est-à-dire que même des joueurs qui sont pas forcément à vocation défensive, une fois qu'ils mettent du jaune et noir
dans le phare, ils se mettent à défendre et avec leur qualité, mais il y a au moins cette envie, voilà, de rendre le phare une forteresse imprenable. Et comme disait Raph, toutes les équipes essayent de le faire. Entre avoir envie et le faire, il y a un gap. Oui, il est vrai que cette histoire de valeur, cet ADN, je trouve ça vraiment important et c'est vrai qu'on le ressent énormément. C'est vrai que cette proximité des joueurs envers le public savoyard, le public local, je trouve ça mais tellement génial et magnifique de voir après les matchs les petits qui vont faire signer les autographes par leurs idoles. Et je trouve ça vraiment chouette. Et vraiment, je trouve que cette accessibilité vis-à-vis des joueurs, du staff, je trouve ça vraiment chouette. Donc vraiment bravo parce que pour tout ce que vous faites, que ce soit le staff, l'équipe administrative, tout ce qui gravite autour de la team Chambé, c'est énorme quoi. Énorme. Ça, je crois qu'il y a 2 personnes, alors au-delà du conseil d'administration, mais il y a 2 personnes qui sont vraiment garantes de ces valeurs-là et qui le font depuis plus de 20 ans. C'est Alain Poncet, le président, et Laurent Munier, le directeur général, qui au quotidien justement font en sorte que les personnes présentes soient imprégnées de ces valeurs-là, mais également que ceux qui arrivent les intègrent très très rapidement et comprennent très vite le fonctionnement de la team Chambé et de rendre et de dégager justement toutes ces choses positives. Je voulais m'éloigner un peu de Chambéry, juste le temps d'une question. Pendant les JO, on a été victime d'une désillusion. Est-ce que vous avez un petit mot par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que ça a une conséquence un peu sur le handball français, ou alors c'était juste une faute tout simplement professionnelle? Une désillusion en tant que supporter, oui, forcément, puisque je pense que pour les JO chez nous, on avait espéré un peu mieux de la part de l'équipe de France masculine. Quand même rappeler que les filles étaient en finale et que elles n'ont pas été, même si elles ont été dominées par les Norvégiennes, elles ont fait une excellente compétition. Je trouve qu'elles ont proposé un jeu qui était très intéressant à regarder, très dynamique. Donc j'espère pas que ça aura que juste la contre-performance de l'équipe de France aura un impact. Ce qui est un petit peu différent, c'est que les autres sports co ont brillé et pas nos garçons, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse, même si le volley enchaîne et le basket aussi avec 2 finales. Habituellement c'est l'équipe de France masculine qui tire un peu tout le monde vers le haut et là c'est eux qui se sont retrouvés un peu derrière. On espère qu'on va retrouver de la compétitivité, en tout cas d'être en haut de l'affiche sur les prochaines compétitions. On a quand même gagné l'Euro en janvier, donc on n'est pas non plus au plus bas. Ce qui fait cet effet-là, c'est la dimension des Jeux Olympiques, je pense, surtout. Et puis je pense que cette équipe de France, elle nous a un peu mal habitués. C'est-à-dire que il faut remettre en perspective qu'elle gagne tellement de compétitions et qu'elle les enchaîne tellement depuis 15 ans que dès qu'il y a si on peut appeler ça un faux pas ou un petit raté, et tout de suite c'est un peu ce qu'on remarque, mais faut pas oublier tout ce qui a été fait derrière, et je pense vraiment que elle nous a un peu trop habitués au titre et à faire des bons matchs. Bien sûr, non, mais on salue Guillaume Gilles qui est à la tête de cette belle équipe de France et qui va repartir de plus belle. Un petit mot pour ce match, demain soir au Phare, peut-être? Oui, donc une équipe de Cesson-Rennes qui a eu un match compliqué mardi en Coupe de France, qui est allé perdre à Saran. Mais ça reste quand même une équipe assez expérimentée avec des joueurs, notamment ancien chambérien qui est Romain Briff, mais avec des très bons joueurs du championnat, que ce soit Romain, que ce soit Robin Molinier, originaire aussi du coin, avec un apport de très bons jeunes joueurs, que ce soit Edgar Dens, Axel Opediciano. C'est une équipe qui est un très bon gardien aussi, Mate Sunic, passé par Ivry. Donc c'est une équipe qui est pas facile à manœuvrer, qui joue plutôt bien depuis plusieurs années. Et non, ça va pas être un match simple pour commencer demain. Non, puis c'est une équipe contre qui c'est toujours très serré. L'année dernière, les matchs se sont joués à 1 but ou à match nul. L'année d'avant, même chose. On n'a jamais dominé
véritablement cette équipe-là, en tout cas largement, de manière à passer une fin de match tranquille. C'est toujours tendu jusqu'à la fin, puis c'est une équipe qui nous ressemble, c'est une équipe qui aime défendre, c'est une équipe qui a un peu les mêmes valeurs que nous là-dessus. Donc ça fait souvent de très belles oppositions, et d'autant plus après leur défaite à Saran, je pense qu'ils vont vouloir tout de suite rectifier le tir en championnat. Donc à nous de montrer aussi qu'on a envie de bien démarrer dans ce championnat-là avec les nouveaux joueurs, le staff qui a été un peu modifié aussi, mais que par contre l'envie et l'ADN restent le même à Chambéry. Voilà, donc un grand match en perspective engagé, voilà, demain pour la rentrée au phare. Donc on suivra ça de très près, en tout cas. Et puis moi je vais terminer donc cette deuxième partie d'émission en vous remerciant, Raphaël et puis Baptiste, voilà, d'être venus sur notre plateau. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir de mettre à l'honneur la team Chambé. On y tient beaucoup, on suit toute l'année vos résultats. On va même voir des matchs, les matchs de préparation notamment, il y a peu de temps. Et puis bien évidemment, voilà, c'est toujours un plaisir de suivre l'élite locale du handball et nationale, voire même les folles années européennes. Donc voilà, en tout cas, on vous souhaite une très belle saison, et puis on espère vous voir très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Et nous allons terminer l'émission comme d'habitude avec les chroniques de Justine Edris. Alors Justine, pour débuter, tu voulais nous parler de l'escalade. C'est ça. J'ai plein de choses à dire ce soir, mais je vais tâcher de faire vite. En escalade, Nailé Maignan, notre chambérienne, revient en force depuis février, puisque après une grosse blessure au genou, elle a gagné les qualifications pour la Coupe de France en février justement. Et là, elle devient championne d'Europe de bloc après une très belle compétition où elle s'est bien battue face à l'israélienne notamment. Notre Savoyarde savait qu'après avoir fait seulement une zone dans le premier bloc, elle devait envoyer et aller chercher des tops, et finalement elle le fait, et elle le fait plus que bien, puisqu'elle arrive en haut des 3 autres blocs, ce qui la sacre championne d'Europe. Et les Françaises ont bien brillé pendant la Coupe d'Europe, puisqu'il y a aussi Agathe Calliet, la grenobloise, qui décroche la médaille de bronze. Donc 3 médailles de Françaises, c'est un super bilan. Excellent. Un petit topo au triathlon, avec le triathlon d'Aix-les-Bains qui arrive ce week-end. C'est ça, dimanche, au bord de notre très beau lac, qui se déroulera la 19e édition du triathlon d'Aix-les-Bains, avec au départ 650 coureurs individuels et 50 équipes de 2 ou 3 relayeurs. Je le rappelle, le triathlon, c'est 1,5 km de nage au départ de la plage d'Aix-les-Bains, puis 39,3 km de vélo avec 570 mètres de dénivelé positif, et enfin 10 km de course à pied, tout ça au bord du lac. À 9h, il y a le départ des femmes, et à 9h10, les hommes et les relais. Donc encore une belle ambiance qui nous attend au bord du lac ce week-end. Excellent. Et pour terminer, un petit mot sur les Jeux paralympiques avant de transmettre la parole à Driss. C'est ça, nos athlètes de la région ont fait de belles performances aux Jeux paralympiques, et je trouvais ça important de le souligner. Donc on va commencer par l'aviron composé du Haut-Savoyard Benjamin Davier et de Perle Bouche, qui ont pris la 5e place à la finale paralympique dimanche dernier, qui a été remportée par la Grande-Bretagne. Mais c'est pas tout, puisque pour continuer sur le para-aviron, il y a aussi Émilie Akistapas, qui est barreuse, qui a elle aussi bien performé, puisqu'elle a mené son équipage vers une médaille de bronze dimanche. On enchaîne aussi sur le cyclisme avec Anaïs Vincent, qui s'entraîne à Rumilly et qui s'est classée 5e sur l'épreuve du contre-la-montre en catégorie 3, ce qui est un peu en deçà de ce qu'on espérait, mais qui reste une place bien honorable. Et pas de médaille non plus pour la cavalière savoyarde Alexia Pitié, qui est touchée par la maladie de Charcot et qui termine 8e du Grand Prix grade 4 ce mercredi pour ses premiers Jeux. Mais il faut voir le verre à moitié plein, puisque cette 8e place lui permet de se qualifier pour la finale du freestyle qui aura lieu samedi. Donc on espère une belle performance, et bien sûr on manquera pas de vous tenir au courant des résultats. Et pour finir, le paranageur haut-savoyard Dimitri Grandjux, qui prend la 5e place de la finale du 150 mètres 3 nages en catégorie 4, 6e des temps
au 6e temps des séries. Il termine donc 5e en 2 minutes 48, mais un peu loin des 3 premières places occupées par Roman Zdanov, Ami Omer Dadaon et Angel de Jesus Camacho Ramirez. Je suis désolée, le mexicain, c'est pas trop encore mon fort. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On peut dire que c'était des très très beaux Jeux paralympiques pour nos athlètes régionaux qui donnent beaucoup d'espoir pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez pu regarder un petit peu, mais ça annonce que du beau pour la suite. Ouais, c'était les JO. C'est vrai que les JO paralympiques, c'est vrai que c'est très impressionnant. On n'a pas souvent l'opportunité de regarder les sports paralympiques, mais c'est vrai que c'était une première belle semaine. Oui, surtout vraiment. Pour nos athlètes français en plus. Pardon, oui, c'est vrai je trouve ça vraiment chouette, en tout cas, de voir autant de médailles, et je trouve ça vraiment, c'est vraiment des résultats encourageants, et voilà, un grand bravo, en tout cas, à tous nos athlètes, et même à tous les athlètes qui ont eu la chance, en tout cas, de pouvoir participer à ces JO. Driss, tu vas nous parler de foot pour commencer. Alors oui, je vais commencer par le FC Annecy qui se porte pas très bien, qui c'est début de saison, 3 matchs, seulement une victoire, une défaite et un nul. Ils sont à la 10e place avec 5 buts marqués, 5 buts encaissés, donc un début de saison assez mitigé. On espérait qu'ils allaient prendre la même optique que la saison dernière. C'est vrai que sur la fin de saison, à partir d'avril, ils avaient enchaîné les victoires pour se maintenir. C'était même un cas désespéré à un moment donné. Je me rappelle au niveau de la journée, de la 30e journée, on pensait que Annecy était limite condamné, donc ils ont réussi cet exploit. Il faudra pas se mettre en difficulté cette saison, donc il faudra, je pense, prendre le bon wagon dès le début pour pourquoi pas accrocher des places pour la montée ou pour le barrage. Je vais enchaîner avec le Chambéry Savoie Football qui lui aussi a connu un début assez bon pour Chambéry, une victoire, une défaite, une victoire, un nul, pardon, avec un match à la Chamalière qui était vraiment très haché, 7 jaunes, dont avec un rouge en fin de rencontre, mais il ramène quand même un point du Puy-de-Dôme, tout proche de Clermont-Ferrand. Ensuite, le Aix-les-Bains FC qui obtient son ticket pour la suite de la Coupe de France avec une victoire 3-0 face à Annemasse. On sait qu'Aix a eu vraiment une saison très compliquée l'année dernière après cette descente en R1, mais c'est bien de les voir bien commencer cette saison. C'est que la Coupe de France c'est toujours un bonus pour un groupe, ça permet aussi de solidifier, de continuer sur une belle optique et pourquoi pas le transmettre une fois de plus dans le championnat. Et ça fait plaisir pour Aix. Génial. Une page basket ? On passe du coup au ex-Maurienne Savoie Basket qui commence sa saison le 13 septembre face à Nantes, un déplacement qui va être risqué parce qu'ils étaient aussi à la lutte pour le maintien l'année dernière. On espère qu'ils retrouveront des couleurs. C'est vrai que l'année dernière nous ont fait peur à s'être maintenu assez tard dans la saison. C'est vrai que on veut nos ex-Maurienne qui jouent le haut de tableau et moins le bas de tableau. Excellent, une page plutôt orientée hockey. Le hockey. Avec les éléphants notamment, de Chambéry. On a encore un peu trop tôt pour parler de sport d'hiver et de patinoire, mais on va évoquer la date de reprise de nos éléphants de Chambéry. Après une si belle saison qui s'est conclue par une défaite en finale 3-2, on en espère encore plus et pourquoi pas une montée la saison prochaine. Voilà, donc ils reprendront le 5 octobre avec la réception de Caen à la patinoire de Chambéry. Et enfin, pour finir, on va évoquer quand même votre tour en Coupe de France qui s'est conclu par une belle victoire plus 9, du coup 34-25. C'est vrai que c'était une belle démonstration face à une équipe de Pro League. Et voilà, la suite au prochain épisode en 8e de finale de Coupe de France, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est le 10 décembre, il me semble. Vous avez parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas encore le... Il n'y a pas eu le tirage, mais on a à peu près la date, ce sera mi-décembre. D'accord. Ça vous arrange au niveau du calendrier ? Est-ce qu'il y aura pas mal de matchs entre... Non, mais après, de toute façon, il faut le jouer, donc ouais. On prendra sur la date convenue par la fédération et entre les matchs de championnat. Bon. Merci Adrien pour ton petit retour et merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission et cette première de la saison donc de 9-2 Imparté. Voilà, Justine, Driss, un grand merci. Je remercie également JP, Sandra,
Raphaël Baptiste, Philippe Pugieux également, François Degas, donc de la Grésilienne, d'avoir été présents aujourd'hui donc pour cette première. Voilà, désormais la saison est lancée, on se retrouve dans 15 jours, et non pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours nous fêterons les 3 ans de Radio Grand Lac, mais nous nous retrouvons donc le 3 octobre sur les antennes donc de Radio Grand Lac, et nous vous souhaitons une très belle soirée à toutes et à tous, et à très vite sur 92.1 FM. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.